Monsieur le conseiller d'État, Monsieur le maire de la ville de Genève, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants, je suis vraiment ravie de vous accueillir à cette 6e édition du Festival Histoire et Cité. J'aurais bien entendu préféré vous accueillir en personne. Votre présence nous manque dans cet auditoire. Le monde virtuel, on le sait maintenant, ne se confond pas avec le monde sensible. Néanmoins, je suis extrêmement reconnaissante à la professeure Corinne Amacher et à Sébastien Faré, tous les deux co-directrices et co-directeurs du Festival Histoire et Cité, et bien sûr à toute leur équipe, d'avoir trouvé la motivation, eu la persévérance et la créativité nécessaires pour nous emmener virtuellement en voyage. Ce festival me tient à cœur pour maintes raisons, mais notamment parce qu'il est une vitrine de la science historique et plus généralement des sciences humaines. Il rend évident le rôle qu'elles jouent dans notre société. Les thèmes qui ont été choisis ces 2 dernières années, mais les autres aussi bien sûr, prouvent que l'histoire est toujours au cœur de l'actualité. Ce festival a été initié et est encore porté par la Maison de l'Histoire, en centre interfacultaire de l'Université de Genève. Il constitue un vecteur important de l'ouverture de l'université vis-à-vis de la cité, une des 3 missions de notre université. De nombreux mécènes soutiennent ce festival, depuis plusieurs années parfois ou ponctuellement. Je tiens à leur exprimer ici toute notre gratitude, de même qu'aux nombreux partenaires institutionnels, culturels et médiatiques. Je ne peux pas tous les citer, je pense qu'on les voit derrière moi, mais j'aimerais qu'ils sachent chacun et chacune que sans eux, ce festival n'aurait pas lieu. J'aimerais pour finir souligner le fait que le festival est devenu roman. Il a commencé à Genève, c'est vrai, mais s'est étendu à Lausanne et dans le canton du Valais. C'est une joie pour nous de pouvoir collaborer avec ces 2 cantons. J'aimerais à Lausanne remercier l'Université de Lausanne, le Musée cantonal d'archéologie et d'histoire et la Bibliothèque cantonale et universitaire. Pour le canton du Valais, mes remerciements s'adressent aux Archives d'État du Valais et à la Médiathèque du Valais. Je vous souhaite à tous de très belles journées. Profitez bien de ces voyages, même s'ils sont virtuels. Ils nous font voyager dans le temps. De toute manière, l'histoire est en voyage en elle-même, d'ailleurs. Ils nous font voyager dans le temps et dans la géographie. Et je suis très heureuse de passer la parole à M. Sami Canaan, maire de la ville de Genève, qui nous soutient depuis longtemps, d'ailleurs. Je vous en remercie beaucoup. Madame la vice-rectrice, Monsieur le conseiller d'État, cher Thierry, Mesdames et Messieurs de la Maison de l'Histoire, la codirection et toute l'équipe, nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler de voyage. C'est vrai qu'en ce moment, ça peut paraître un petit peu absurde quand on pense à toutes les personnes qui rêveraient justement de se déplacer physiquement et pour qui c'est au mieux compliqué, au pire impossible. Et donc le choix du Festival Histoire et Cité est d'autant plus opportun et on ne peut que les en remercier. Cette année, la manifestation nous invite en effet à voyager en esprit, dans le temps et dans l'espace, grâce à celles et ceux qui ont arpenté physiquement le monde ou qui l'ont parcouru en faisant travailler leur imagination à partir de textes, d'images ou de sons. Le voyage, c'est un déplacement, il peut être physique ou virtuel ou mental. C'est un déplacement dans le temps, l'espace, dans l'esprit. C'est vrai que ce festival est en quelque sorte une bouffée d'air frais. C'est un voyage totalement libre dès lors qu'il est virtuel, avec des découvertes peut-être inattendues et improbables. Soyons tout de même reconnaissants à la technologie numérique de permettre ces rencontres malgré tout. Imaginons la même situation de pandémie il y a quelques décennies. Évidemment, à Genève, il y a des noms qui viennent tout de suite à l'esprit lorsqu'on parle de voyage et de culture, que ce soit Nicolas Bouvier ou Ella Maillard, et qui nous ont fait tant rêver et qui ont su faire de leur voyage de véritables sources d'inspiration pour nous toutes et tous. On pense aussi à tous ceux et à toutes celles qui ont parcouru le monde et en ont rapporté des objets, des œuvres, des fortunes qui constituent un des piliers de notre patrimoine et de notre propre histoire collective ici dans la Cité.
On pense enfin également aux immigrés qui ont fait le voyage pour un nouveau projet de vie, un voyage parfois choisi, parfois subi, et qui ont essayé d'apporter leur pierre et qui l'ont réellement apporté à la construction de notre ville. Je pense par exemple à l'exposition sur les saisonnières et les saisonniers qui a eu lieu avant la crise, à l'automne 2019, et qui a résonné évidemment dans la mémoire collective de Genève. J'aimerais évidemment aussi avoir une pensée pour celles et ceux qui ont entamé un voyage vers nos terres plus prospères et qui meurent presque tous les jours en Méditerranée, suite à l'ignorance collective et au déni dont fait l'Europe. Genève est une ville du voyage, c'est une ville de migration, et combien de personnes devenues complètement genevoises ont des origines d'ailleurs. Et j'ai fait partie de ceux, on vient de m'interroger à ce sujet, ceux et celles qui sont arrivés à Genève sans avoir décidé d'y rester, pour des études, en l'occurrence dans cette université, dans cet auditoire d'ailleurs, mon premier cours, et qui ensuite sont restés et un jour se sont rendus compte qu'elles sont devenues genevoises. Ce regard sur les voyages est donc tellement passionnant et nécessaire, notamment dans le passé. Comment aborder nos grands enjeux d'aujourd'hui sans un regard porté sur l'histoire et notre passé? La volonté de l'équipe qui porte ce festival depuis plusieurs années de placer les sciences historiques au cœur de la ville, au cœur des débats citoyens, est donc à saluer et à soutenir. C'est d'ailleurs pour cette raison que la ville soutient ce festival depuis ses tout débuts et que je peux continuer, dans la mesure du possible en tout cas, de ma volonté de continuer à assurer cette même aide jusqu'à la fin de la législature. Je me réjouis également que plusieurs institutions patrimoniales de la ville de Genève soient partenaires de ce projet. Cette année, le Musée d'art et d'histoire, le Musée d'ethnographie et la Bibliothèque de Genève. Ce sont évidemment des sources de savoir très précieux pour les historiens et les historiennes en général et pour les publics. Je vous souhaite donc à toutes et tous de beaux moments ces prochains jours, des découvertes et des voyages de toutes sortes. Marcel Proust a écrit « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. » Je vous laisse donc avec cette jolie citation du grand écrivain français pour vous inspirer. Merci et bonne soirée. Madame la vice-rectrice de l'Université de Genève, Monsieur le maire de la ville de Genève, Monsieur le conseiller d'État de la République et du canton de Genève, chères festivalières, chers festivaliers, au nom de toute l'équipe d'Histoire et Cité, je vous souhaite la bienvenue à cette 6e édition du festival consacrée, comme vous le savez, au voyage. En réalité, la décision de consacrer cette 6e édition au voyage a été prise bien avant le début de la pandémie. En effet, dans un contexte de forte mobilisation des jeunes pour le climat, et donc de remise en question, parfois aussi, des voyages réalisés au bout du monde, en avion, par désir d'aventure, dans un contexte aussi de questionnement sur notre vision du monde et sur notre rapport aux autres mondes, dans le passé comme au présent, eh bien, nous souhaitions réfléchir à la notion de voyage de l'Antiquité à nos jours. Parce qu'au fond, qu'entendons-nous par voyage? Bien sûr, les êtres humains se déplacent depuis la nuit des temps. Mais est-ce que l'on peut vraiment parler de voyage dans ce cas? Et puis, qu'en est-il de l'exploration et de la conquête du monde par les Européens, intimement liés à la domination? Et puis, qu'en est-il également des pèlerinages, des déplacements professionnels, que l'on appelle parfois des voyages professionnels, ou encore, comme l'a évoqué Samy Canaan, de l'exil et des migrations, qui sont des voyages forcés? Et puis, au fond, est-ce que nous voyageons vraiment lorsque nous faisons du tourisme? Et puis enfin, de quoi parle-t-on lorsque l'on évoque des voyages intérieurs? Depuis plus d'une année, nous sommes privés de voyages. On nous recommande de rester chez nous, de nous confiner, d'éviter les rencontres qui sont décrétées infectieuses et donc dangereuses. Mais en réalité, et alors même que nous vivons dans un monde sans voyage, pour reprendre le titre d'une de nos conférences, eh bien, la crise que nous traversons a placé la question des voyages et des déplacements d'une façon générale au cœur de notre vie. Cette 6e édition du Festival Histoire et Cité va donc nous permettre de repenser le voyage, de l'inscrire dans la longue durée de l'histoire, de mieux comprendre aussi depuis quand, dans quelles conditions et pourquoi les hommes et les femmes voyagent. Mais cette 6e édition va aussi tout simplement nous permettre, durant quelques jours, de nous évader et de rêver de voyages et de rencontres.
J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour exprimer un certain nombre de remerciements qui me tiennent à cœur. Et en premier lieu, j'aimerais remercier nos collègues des services audiovisuels de l'Université de Genève parce qu'ils ont accompli un travail absolument extraordinaire et magnifique. Et sans eux, cette édition, repensée dans un format totalement nouveau, aurait tout simplement été impossible. Merci donc à eux de tout cœur. Et puis bien sûr, merci également au rectorat de l'Université de Genève pour son soutien sans faille, et ce depuis le début de l'aventure du festival, il y a maintenant déjà 6 ans. Je souhaite également remercier nos invités qui toutes et tous ont accepté de se plier à l'exercice difficile du tout en ligne. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de vous offrir une édition extrêmement riche. Ce n'est pas toujours facile de parler dans une salle vide ou devant un écran d'ordinateur sans voir les visages du public, et nous sommes donc infiniment reconnaissants qu'il et elle aient accepté de se plier à cet exercice. Je remercie également pour leur précieux soutien les membres du comité de direction du festival, mais surtout l'équipe opérationnelle du festival qui réalise un travail absolument extraordinaire, qui a travaillé sans relâche pour organiser cette 6e édition dans ce nouveau format. J'aimerais encore ajouter que c'est un vrai privilège, mais aussi un bonheur de travailler avec une équipe aussi compétente et aussi enthousiaste. Et puis enfin, comme il est de coutume désormais, c'est durant la soirée d'ouverture du festival que nous annonçons officiellement la thématique de l'édition suivante, et donc la thématique de la 7e édition du Festival Histoire et Cité, qui se déroulera à la fin du mois de mars 2022, sera consacrée aux invisibles. En fait, sous ce terme, nous insérons tout ce qui, très souvent et depuis trop longtemps, est oublié ou justement a été invisibilisé par l'histoire officielle et publique. J'ai maintenant le grand plaisir de passer la parole à Thierry Apotello, conseiller d'État de la République et du canton de Genève, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Merci. Je vais vous faire un constat paradoxal. On n'a jamais autant voyagé depuis mars 2020, alors que même tout s'est arrêté. La raison, c'est que la définition du voyage a changé, ou plutôt sa compréhension. Immobilisé par la pandémie, on s'est rappelé par la force des choses qu'il est possible de voyager sans changer de lieu, de voyager en soi, de voyager au travers des idées. La crise nous en a donné l'opportunité, bien sûr. Nous aurions évidemment préféré l'éviter. Mais tant qu'à faire, il convient de tirer de la situation un enseignement positif. Quand l'accès à la culture est entravé, il faut la vivre autrement, notamment en lisant, en réfléchissant, en naviguant, en se questionnant, en s'interrogeant par exemple sur l'infini petit, le virus, comme l'infini grand, ses conséquences. On peut ainsi voyager dans sa tête. Parfois, on y découvre des ressources insoupçonnées. Madame la vice-rectrice, monsieur le maire, chers amis, Madame et Monsieur les co-directrices et co-directeurs du festival, Mesdames et Messieurs, il y a 2 ans, le festival Histoire et Cité avait exploré les richesses de l'eau, ses mythes, ses mystères. Cette année, en voguant sur les fleuves, nous sommes arrivés au Styx, qui n'est pas seulement la porte de l'enfer ou du confinement. Le Styx a mauvaise réputation, mais il a aussi des vertus. En y plongeant, Achille, Thétis a rendu son fils presque invulnérable. Je dis presque parce que, faute d'avoir été immergé, son talon, comme on le sait, est resté fragile. Le festival Histoire et Cité, cette année, c'est un peu ça. Le talon sensible, c'est la réduction des rencontres réelles. Mais pour le reste, le héros jouit d'une solide santé. Le programme est remarquable, aux confins des arts, aux confins des continents, des pensées et des chemins. J'espère, en route, rencontrer beaucoup de pèlerins. Corto Maltese, Guy Delisle, Flaubert, Maillard, Kubrick, Solana seront nos guides, parmi d'autres évidemment. Chers et chers amis, on voyagera mieux cette année car on prendra son temps. Un voyage, c'est une construction. Nicolas Bouvier disait
qu'on ne fait pas un voyage, mais que c'est le voyage qui nous fait. Hormis Bouvier, la cité a donné au voyage Pitard, Bertrand, Déonat, Eberhard, Saussure, autant de défricheuses, de défricheurs qui ont inspiré Michel Lebris, disparu il y a 2 mois, pour qui le voyage n'était pas seulement géographique, mais philosophique et sociologique. Immobile, on voyage en soi-même. On peut découvrir alors d'autres rivages. On pense, on philosophe, on lit, on écoute, on raisonne, on s'émeut, on s'indigne, on apprend. Les prisonniers savent bien que c'est ainsi qu'on survit, en entretenant son esprit. Comme nous avons été pris nous-mêmes en otage par ce virus. Autant développer de telles capacités. Je pars du principe que toute concrétisation commence par la pensée. On conçoit et après on réalise. Vous connaissez certainement la formule de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Tout commence par un voyage intérieur, un voyage en zigzag, comme dirait Topfer. Chers et chers amis, dans Histoire et Cité, les 2 mots sont importants. L'histoire, c'est la matière. Elle est concrète. La cité, c'est la communauté. Elle peut être rêvée. Schreuten et Peters ont imaginé des cités irréelles, un peu obscures. Borges, l'Argentin, disait que Genève, lui, était une patrie intérieure. Assis, on voyage. Jules Verne a bien raconté un tour du monde en 80 jours sans quitter son bureau. Mais revenons un instant aux enseignements de la pandémie. Pourquoi prendre l'avion pour un week-end? À quoi sert-il de voyager mal? Pourquoi vouloir faire le tour de la Lune? Pourquoi tenter d'explorer Mars alors qu'on abîme la Terre? Pourquoi libérer des phénomènes dangereux en bouleversant les équilibres écologiques? C'est cela que Histoire et Cité a voulu ce soir et pour cette semaine en proposant un cycle de films sur la peur. La connaissance et la culture sont des facteurs de cohésion sociale. Apprenons de l'histoire et au propre comme au figuré, voyageons mieux et surtout fortifions-nous de nos voyages immobiles. C'est à cela qu'Histoire et Cité nous invite. Je vous souhaite à toutes et à tous un beau et magnifique festival et surtout d'en profiter pleinement.
inaugurale, la professeure Claire Akiko-Brisset, qui enseigne l'histoire culturelle du Japon à l'Université de Genève et qui est correspondant français de l'Académie des inscriptions et belles-lettres à Paris. Avant de s'installer à Genève, elle a longtemps enseigné à Paris, justement, et elle s'intéresse d'une manière générale aux cultures écrites et visuelles du Japon, aux relations entre le texte et l'image. Et ce n'est pas pour ces raisons que nous lui avons demandé de faire cette conférence inaugurale de notre festival sur le thème des voyages, c'est parce que elle a participé à la publication, la traduction et la publication d'un ouvrage qui s'appelle « En longeant la mer de Kyoto à Kamakura », publié aux éditions Le Bruit du Temps en 2018. C'est un merveilleux petit livre, un texte anonyme daté de 1223, qui relate un voyage d'une vingtaine de jours entre Kyoto, la capitale du pays, et Kamakura, la nouvelle capitale des shoguns, située environ à 450 km plus à l'est, au sud de l'actuel Tokyo. Il s'agit d'un voyage solitaire, conçu comme une ascèse. On y décrit la beauté saisissante des paysages entre la mer et la montagne, l'émotion du voyageur, comme une herbe flottant au gré des eaux. Le texte est très prenant, poétique, en même temps qu'une réflexion quasi métaphysique sur l'impermanence du monde. La conférence de ce soir s'intitule « Par les chemins du bout du monde, les voyages dans le Japon d'autrefois ». Je passe la parole à Claire, mais auparavant, je voudrais signaler que la conférence sera suivie de quelques questions, non pas de la salle, mais provenant donc des gens qui suivent la conférence en ligne et dont je me ferai donc le porte-parole. Sans plus attendre, je passe la parole à Claire Akiko-Brisset. Merci Pierre pour cette courtoise présentation. Donc, je souhaiterais commencer mon propos en remerciant vivement le Festival Histoire et Cité de m'avoir fait l'honneur de me proposer d'effectuer cette conférence inaugurale. Même à distance, c'est un grand plaisir pour moi d'intervenir ce soir devant vous, car ce festival, par sa forme même, par son esprit, me semble constituer un cadre particulièrement propice à la réflexion et au dialogue. Étant donné le temps imparti, il ne saurait naturellement être question d'exhaustivité, et vous pardonnerez donc la tendance au braconnage du tableau que je vais brosser à grands traits aujourd'hui. Le voyage, comme fait culturel total, nous oblige à opter pour une approche raisonnable, en conséquence limitée. C'est donc à une promenade que je vous inviterai, promenade que j'espère à la fois plaisante, dépaysante et instructive, à l'image de ce que représente sans doute le voyage pour bon nombre d'entre nous. Cette promenade sera également largement rêvée, non seulement parce que les circonstances nous contraignent tous et toutes à rester dans nos fauteuils, un peu à l'instar de mon cher Xavier Demestre dans son voyage autour de ma chambre, mais aussi parce que je traiterai essentiellement de l'imaginaire du voyage au Japon, non des voyages imaginaires, même si les Japonais en ont été friands très tôt. Donc la réalité des pratiques servant de toile de fond et de point de départ. Alors, je me suis naturellement appuyée sur les travaux de nombreux collègues pour la préparation de cette conférence que je n'aurai pas le temps de citer nommément, mais je mentionnerai les auteurs des traductions, des sources premières et des cartes. Sans autre indication, les traductions et les cartes seront de mon fait. Alors, ceux qu'on appelle aujourd'hui les Japonais n'ont pas attendu le tourisme de masse pour quitter leur territoire dans des buts très divers. Depuis les temps antiques, le Japon constitue en effet un lieu d'où l'on part pour le continent. Les distances ne sont en effet pas très importantes, comme on le voit, et les échanges avec la Chine et la Corée s'avèrent de fait constants depuis les débuts de l'ère chrétienne. La preuve en est dans les abondants matériaux archéologiques de provenance chinoise ou coréenne découverts au Japon. Ici, un exemple de miroir chinois, donc, qui montre la maîtrise par les autorités locales japonaises des relations avec le continent. Cette mobilité est le fait d'envoyés officiels dépêchés dans le cadre de relations inégales et tributaires, et ce, avant même l'apparition au Japon d'un pouvoir politique centralisé, le territoire étant à l'époque fortement morcelé. Mais un long processus d'unification politique du pays est en cours, dont la première grande étape s'achève vers le 6e, 7e siècle de l'ère chrétienne. Un seul clan, le Yamato, parvient peu à peu à monopoliser le pouvoir et à dominer ses rivaux. Il est installé dans une région de même nom,
correspondant à l'actuelle région de Kyoto, d'où il dirige un territoire qui comprend à l'époque du sud vers le nord, et selon la toponymie moderne, Kyushu, Shikoku et une partie de Honshu. Mais parallèlement à cette conquête progressive du territoire intérieur, le Yamato doit faire face à un bouleversement des équilibres sur le continent. Divisée depuis des siècles en plusieurs entités rivales, la péninsule coréenne est progressivement unifiée par l'une d'entre elles, le royaume de Shilla, à partir du début du VIe siècle. L'expansion territoriale de Shilla coïncide avec l'adoption par ce royaume du système de gouvernement centralisé chinois, le renforcement de l'appareil d'État, la conversion au bouddhisme, l'établissement de relations officielles avec la Chine et l'envoi massif d'étudiants dans ce pays. Parallèlement à la montée en puissance de Shilla, la Chine elle-même, depuis 4 siècles en proie à des troubles graves, est réunifiée par la dynastie des Sui, puis par celle des Tang. Enfin, la fin du 7e siècle voit également la fondation du royaume septentrional de Parae ou Borai. La présence à ses portes de ces entités territoriales en cours de formation ou au fait de leur puissance constitue une menace extérieure, certes potentielle, mais prise tout à fait au sérieux par le Yamato. L'organisation clanique ne suffit plus, il faut adapter de toute urgence l'appareil d'État pour gagner en efficacité et éviter d'être absorbé par l'un ou l'autre de ses voisins. Il faut donc se mettre à l'école de la Chine. Et la cour japonaise va adopter au début du 7e siècle la même stratégie que celle du royaume de Shilla, même si l'assimilation progressive de la pensée, de la culture et des apports techniques chinois avait commencé depuis le 4e siècle grâce aux relations nippo-coréennes. Les sources japonaises et chinoises attestent de l'envoi de 6 ambassades officielles envoyées à la cour des Sui entre 600 et 614. Vous voyez à gauche la date de départ de chacune de ces délégations, au milieu la date de retour quand elle est connue, et à droite là où les sources primaires, donc chinoises ou japonaises, qui les mentionnent. Au cours des 2 siècles suivants, les ambassades envoyées à la cour des Tang seront plus espacées, mais resteront régulières jusqu'en 838. Les relations diplomatiques officielles nippo-chinoises sont interrompues en 894 suite à la désintégration de l'empire des Tang, mais elles seront relayées par les initiatives privées, notamment celles des marchands, principalement chinois et coréens. Alors, ces ambassades avaient 3 objectifs. Premièrement, permettre le transfert de technologie, la mobilité des savoirs depuis le continent. Chaque retour de délégation s'est de fait accompagné d'innovations en matière protocolaire, administrative, religieuse, etc. Deuxièmement, effectuer des échanges commerciaux. Les produits de luxe, par exemple les parfums, les remèdes, les tissus, mais aussi les objets du culte bouddhique et les livres étaient particulièrement recherchés. Et enfin, négocier dans le cadre des relations diplomatiques et donc faire reconnaître le Japon comme un partenaire géopolitique à part entière, crédible, comme on pourrait dire les choses aujourd'hui, ou comme un pays civilisé au sens chinois, selon le cadre mental de l'époque. Alors, qu'est-ce qu'un pays civilisé ? À l'époque, c'est un pays où règnent les rites et les devoirs. Les rites par lesquels se manifeste la vertu civilisatrice impériale et les devoirs des sujets à l'égard du souverain, grâce auxquels l'ordre et la paix sont maintenus dans le pays. Le Japon cherchera d'ailleurs assez vite à déroger au protocole des relations imposées par la cour chinoise. Et donc, il cherchera à traiter d'égal à égal avec la Chine. S'il n'y parvient pas tout à fait, il réussira très tôt à se siniser. En voici un exemple. Awata no Asan Mahito, l'ambassadeur de la délégation de 702, est-il ainsi reconnu comme tel par la cour chinoise en des termes rapportés par les anciennes annales des Tang. La 3e année de l'ère Chang'an, le ministre Chaochen Zhenren, c'est-à-dire Asan Mahito prononcé à la chinoise, vient en Chine pour apporter le tribut en produits de son pays. Zhenren est versé dans les classiques, c'est-à-dire les classiques chinois, et a du talent pour la composition littéraire, donc forcément aussi en chinois. Son comportement est aimable et distingué. L'impératrice, Wu Zetian, fait installer pour lui un banquet dans la salle Lin de Jian, puis elle le laisse retourner au Japon. À l'exception
des missions de 759, partis pour aller chercher l'ambassadeur précédent, et de 779, partis pour raccompagner des hôtes chinois, les délégations dans la Chine des Sui, puis des Tang, comptaient chacune de 500 à 600 participants, répartis sur 4 bateaux, avec à leur tête un ambassadeur, un vice-ambassadeur, 2 conseillers d'ambassade, puis des secrétaires d'ambassade, des chargés de la cargaison, des interprètes, quelques moines et étudiants subventionnés pour leur séjour en Chine, des prieurs, des maîtres en divination, des médecins, des peintres, des chanteurs, des scribes, archers, gardes, capitaines, charpentiers de marine, timoniers, barreurs et matelots. La construction des bateaux ainsi que les préparatifs du départ s'accompagnaient d'offrandes, de prières, de lectures de textes canoniques du bouddhisme et autres rites religieux dans tous les grands monastères et les grands sanctuaires du pays, en particulier le sanctuaire de Sumiyoshi, consacré à aux divinités de la mer, protectrice de la navigation. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il fallait, pour des missions aussi importantes, obtenir le secours du ciel. Une fois organisés les banquets d'adieu, en général ces banquets étaient fort arrosés, l'ambassade pouvait partir. On le voit sur cette carte, elle longeait au 7e siècle les côtes de la Corée, mais au 8e siècle, elle prenait des routes maritimes méridionales et donc affrontait la mer de Chine. Or, le danger des voyages était grand, les naufrages étant très fréquents. Certains sont parvenus en dérivant au gré des vents jusqu'en Malaisie. Nous ne connaissons que 3 ambassades sur plus d'une vingtaine qui soient revenues au Japon sans avoir à déplorer la perte d'un ou de plusieurs navires. Le fait était si rare qu'il était relevé dans les chroniques officielles. Outre les naufrages, les incidents étaient monnaie courante. Les rencontres avec des locaux peu accueillants, notamment dans les mers du Sud, pouvaient être fatales, et parfois les fatigues du voyage étaient telles que les délégués tombaient malades et en mouraient pendant leur séjour en Chine. Les 4 navires étaient affectés respectivement à l'ambassadeur, au vice-ambassadeur et aux 2 conseillers d'ambassade qui jouaient chacun le rôle de commandant durant le voyage en mer. Certains spécialistes pensent que l'on procédait ainsi afin de s'assurer qu'au moins un des délégués de grade élevé arrive en Chine, puis en revienne. C'était donc de véritables expéditions à l'époque dont les chances de succès étaient, on le voit, limitées. On comprend donc aussi que la tâche était peu attirante et on rapporte que certaines victimes désignées par la Cour ont démissionné ou prétexté une maladie providentielle soudaine avant le départ, ce qui n'était pas d'ailleurs sans danger. Malgré les risques élevés encourus sur les plans humains et matériels, la fréquence même de ces ambassades montre l'avidité toute particulière des élites japonaises à assimiler au plus vite l'apport du continent, et donc l'urgence de la situation ressentie à l'époque par le Yamato. Il est difficile ici de ne pas penser à l'envoi massif d'étudiants japonais à l'étranger à l'époque Meiji, donc à la fin du XIXe siècle, au moment où le danger, bien plus précis cette fois, menace l'indépendance du Japon. Alors, une fois parvenus à bon port, quand c'était le cas, et pour pouvoir poursuivre la route jusqu'à la capitale impériale, il fallait se faire reconnaître comme des ambassadeurs. Les relations hagiographiques du séjour du moine Kukai en Chine offrent une version romancée de son arrivée sur le sol chinois. Futur grand réformateur de l'église bouddhique au Japon, Kukai est parti en 804 sur le navire de l'ambassadeur lui-même, et au cours du périple, il apaise naturellement, par ses prières, le roi dragon de la mer. Après avoir abordé et donc flotté au gré des courants, tout d'abord pendant plus d'1 mois, le trajet quand les vents étaient favorables, on mettait à peu près 5 jours à arriver en Chine. Et là, le bateau donc, rencontre un vent contraire, et donc au bout d'1 mois, il parvient donc sur le rivage chinois, mais donc très au sud par rapport donc à l'objectif fixé. Et donc, selon des récits qui ont été développés à partir de la fin du IXe siècle, donc assez peu de temps après la mort de Kukai, les délégués se trouvent dès ce moment dans une situation dramatique, notamment parce qu'ils ne peuvent pas présenter les signes de reconnaissance attendus par l'administration de l'Empire en pareil cas. Donc, ils sont fortement suspectés de rassembler des malantrins barbares voulant se faire passer pour des officiels venus d'une cour étrangère, et donc la troupe fraîchement débarquée
et menacés de mort. L'ambassadeur japonais rédige alors une requête formelle, en chinois naturellement, qu'il adresse au gouverneur de la province afin de demander l'autorisation de se rendre néanmoins à la capitale. La tournure et l'aspect de la missive ne satisfont pas l'officiel qui la jette à terre. Après d'autres vaines tentatives, Ku Kai, notre moine, est sollicité pour la rédaction et la calligraphie de la supplique, et cette fois-ci, le gouverneur chinois, impressionné par le talent du lettré comme par celui du calligraphe, autorise l'ambassade japonaise à entreprendre la longue route qui doit la mener à la capitale de Chang'an. Interprétée comme un véritable miracle dans son entourage, l'intervention providentielle du moine a pour effet immédiat de sauver ses compagnons de voyage d'une mort certaine. Tout l'enjeu de la scène repose donc sur la maîtrise de pratiques civilisationnelles parmi les plus fondamentales de la Chine, la calligraphie et la composition lettrée. En chinois, cela va sans dire. Exceptionnelle dans le cas de Ku Kai, cette maîtrise va permettre aux officiels continentaux de reconnaître dans ces voyageurs perdus non des barbares indésirables, mais des hôtes véritablement civilisés. Quoique romancé, l'épisode raconté ici n'est pas sans lien avec la réalité historique qui donne à Ku Kai un rôle central dans l'obtention par la troupe du permis de débarquer et de poursuivre sa route. L'épreuve du voyage sert donc ici à confronter le moine au modèle culturel hégémonique dans cette région du monde à l'époque et à le construire en héros de la japonité naissante. Le même périple en Chine constituera pour d'autres illustres personnages, tout à fait historiques, l'occasion d'élaboration de récits d'une tonalité nettement moins réaliste que cet épisode de la geste de Ku Kai. C'est notamment le cas de Kibi no Makibi, qui s'y rendit 2 fois au 8e siècle, comme étudiant en 717, puis comme vice-ambassadeur en 752. Le second voyage a fait au début du XIIe siècle, donc 4 siècles et demi plus tard, l'objet d'un récit qui va être rapidement illustré, comme vous le voyez, même si cette dernière version n'est conservée que de façon fragmentaire. L'effet de surenchère y est très net par rapport à ce que nous avons constaté pour Ku Kai. Une fois parvenu en Chine, Makibi se voit en effet enfermé par l'empereur lui-même, donc Xuanzong, dans une tour hantée par un démon. Et il est également mis au défi de sortir victorieux de 2 épreuves, dans la version illustrée, qui conditionnent sa libération. Premièrement, la rédaction de l'exégèse d'un classique de la poésie chinoise, le Wenxuan, et deuxièmement, une partie de Go. Il sort naturellement victorieux des épreuves, en recourant notamment à l'aide du démon, à la ruse, voire à la tromperie. Si Ku Kai s'était montré à la hauteur du modèle, Makibi domine la situation de bout en bout puisqu'il maîtrise l'art de voler et qu'il ne tient qu'à lui de s'échapper de la prison à son gré. La confrontation du ministre japonais avec la réalité chinoise prend ici une dimension fantastique. Elle suggère que l'imaginaire du voyage et des rencontres au-delà des limites du pays, en particulier en Chine, avait évolué au cours des siècles, qui séparent l'interruption officielle des ambassades dans l'Empire des Tang, donc à la fin du IXe siècle, et la première rédaction des aventures de Makibi sur le continent au début du XIIe. La Chine s'y voit exoticisée, altérisée, reconfigurée, voire défigurée par le récit, qu'il soit verbal ou plastique. La compétition identitaire, pourrait-on dire, bat son plein, et les revendications de la cour japonaise en matière d'exemplarité sont nettes. Culturellement, le Japon est censé dépasser le maître, ou tout du moins ne plus rien lui devoir directement. Au voyage réel, où c'est le Japon qui incarne l'altérité, se substitue un voyage d'un autre ordre, où le jeu de polarité s'inverse, le récit servant à négocier avec le sinocentrisme dans le cadre du rapport de force symbolique avec la périphérie. Face au prestige civilisationnel de la Chine, le Japon, progressivement, devient à soi-même un centre, ou plutôt trouve sa propre place en inventant une distance par rapport à la Chine. Mais il est un domaine dans lequel le Japon ne prétendra jamais, sauf exception notable, être parvenu à une complète maturité par rapport à la Chine. Il s'agit du bouddhisme. Les moines japonais, comme Ku Kai, commencent à s'y rendre très tôt et en dépit de tous les dangers encourus. Et ce, jusqu'à l'époque moderne. Pour nous restreindre au Japon ancien, je vais m'attarder brièvement sur cette pratique
en me concentrant sur les 9e, 11e siècles. Les religieux partent soit dans le cadre d'ambassades officielles, en l'occurrence les deux dernières, celle de 804 et celle de 838, soit à bord de bateaux marchands. Pour ceux qui profitaient du cadre offert par les missions impériales, on attendait d'eux qu'ils tiennent un journal de voyage destiné à éclairer la cour à leur retour. Mais certains moines partis dans un cadre privé ont pu également prendre le même genre d'initiative. Seuls 2 journaux de ce type ont été malheureusement conservés. Ce Dennin, donc Nitto Guro Junrai Gyoki, récit de mon séjour chez les Tang à la recherche de la loi, et celui d'Enchin, Gyoreksho, note sur mon itinéraire de voyage. Plus ou moins développés, ces textes permettent aujourd'hui de reconstituer les conditions de leur séjour et de fournir de nombreux détails sur la réalité de la Chine à l'époque telle qu'ils l'aperçoivent. Mais le journal le plus long conservé aujourd'hui est le fait du moine Zhou Jin, parti dans la Chine des Song, cette fois-ci, le 15e jour du 3e mois de l'année 1072 dans le calendrier judéo-chrétien, et à l'âge déjà fort avancé de 62 ans. Pardon, calendrier chrétien. Ayant montré ses talents de thaumaturge à la cour, naturellement, il bénéficie au cours de ses déplacements en Chine du statut d'hôte officiel, ce qui lui permet d'être financé par l'empereur et donc d'être accompagné d'une escorte, d'un interprète, d'un intendant, etc., mis à sa disposition par la cour impériale ou recruté sur place. Pendant 1 an et demi, il va tenir un journal, donc appelé le Santendai Godai Sanki, ou journal de pèlerinage au mont Tiantai et au mont Wutai, où il relate ses pérégrinations à travers le pays. Il visite non seulement les montagnes sacrées de la Chine, donc au sud de la carte le Tiantai et au nord le Wutai, mais aussi la ville portuaire de Hangzhou et la capitale chinoise de Kaifeng. Ces notes journalières s'achèvent le 12e jour du 6e mois de l'an 1073, au moment où il les confie à ses disciples qui repartent au Japon et qui sont parvenus à bon port. Zhou Jin a ensuite vécu en Chine jusqu'à sa mort, retenu sur place par ses amis chinois et entouré de l'estime générale. Dans son journal, Zhou Jin est extrêmement attentif à tous les aspects de la vie quotidienne qu'il peut observer sur place et dont il a laissé des descriptions très détaillées et concrètes. Une aubaine pour les historiens. Il est sensible au spectacle de la vie le long du Grand Canal, donc le canal construit par les Sui. Ponts suspendus, marchés permanents, divertissements sur les berges, etc. Il est sensible au pittoresque des costumes locales, aux étrangetés et merveilles qu'il découvre, les murailles protégeant certaines villes, des animaux comme le perroquet, la chèvre, l'âne ou l'éléphant, ou des fruits comme le litchi et la cerise. Et bien sûr, il est sensible aux monastères qu'il visite. De tous, ce journal est sans doute le document qui ressemble le plus à la façon dont on conçoit volontiers le genre de la relation de voyage en Occident. Mais il faut le dire tout de suite, par cet aspect, le journal de Zhou Jin reste cependant très exceptionnel dans le Japon ancien, comme on va le voir. Mais d'abord, qu'allaient chercher ces moines en Chine? Il s'agissait dans leur cas, non d'établir ou de renforcer des relations diplomatiques, ou encore de permettre le commerce, on peut le supposer, mais de s'instruire auprès des maîtres chinois dans le dogme et les rites d'écoles susceptibles de renouveler le bouddhisme japonais. Il s'agissait de copier les textes canoniques, de rapporter manuscrits et artefacts du culte, et surtout d'effectuer un pèlerinage au lieu saint du bouddhisme. Le pèlerinage a toujours été une pratique importante dans l'Extrême-Orient bouddhisé. Le but idéal était, cela va sans dire, les lieux saints de l'Inde, terre qui avait vu naître le Bouddha. Mais les routes qui y conduisaient jusque-là, aussi bien celles de l'Asie centrale que celles du Sud, étaient démesurément longues et dangereuses. Si un nombre, en fin de compte, assez important de moines chinois et aussi des Coréens se sont rendus en Inde entre le IIIe et le XIe siècle, en dépit de ces grandes difficultés, il semble en revanche qu'aucun pèlerin parti du Japon n'ait jamais pu atteindre la terre indienne aux temps anciens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas qui soient partis, mais ils n'ont jamais réussi à l'atteindre. À défaut de pouvoir donc atteindre l'Inde, c'est donc en Chine que s'arrêtaient les pèlerins japonais. La Chine était pour eux une autre manière de terre sainte,
S'y rendre était donc un acte essentiel de dévotion, par lequel le pèlerin nouait des liens d'affinité. C'est un terme donc extrêmement technique dans le bouddhisme, on l'appelle kechien en japonais, donc un lien d'affinité avec le Bouddha. L'expérience de ces lieux chargés d'aura lui permettait de bénéficier de la puissance salvifique des saints de la tradition bouddhique, transmise par la trace de leur passage, toujours active, après des siècles, afin d'avancer vers son salut personnel ou de reverser vers autrui les immenses mérites spirituels ainsi acquis. Le lieu fonctionnait comme facteur de contact à la manière d'un indice persien, mais ce n'est pas très nouveau. Cette pratique essentielle du pèlerinage se retrouve bien sûr dans l'archipel japonais, et fort nombreux seront les fidèles poussés sur les routes vers les lieux saints du bouddhisme, donc japonais. Mais pour terminer avec les voyages sur le continent, je voudrais évoquer l'un des plus célèbres japonais ayant séjourné en Chine, Abe no Nakamaro. Très précoce, il avait été choisi pour partir comme étudiant chez les Tang à la faveur d'une délégation officielle, ce qu'il fait en 717. Donc il a environ 16 ans. En même temps que le futur ministre, d'ailleurs volant, Kibi no Makibi, dont j'ai déjà parlé. Ayant réussi l'examen mandarinal, donc fait exceptionnel pour un Japonais, il fait carrière à la cour chinoise. Il reçoit un nom chinois, donc Chao Heng. Il jouit d'une très grande renommée et des faveurs de l'empereur Xuanzong lui-même, celui qui avait enfermé Kibi no Makibi dans une tour. Nakamaro compte parmi ses amis les plus grands poètes de la Chine de l'époque, Li Bai, Wang Wei, etc. Au bout de 15 ans, cependant, il cherche à rentrer une première fois au Japon à la faveur du retour de la délégation de 733, mais il ne parvient pas à obtenir l'autorisation de l'empereur. Et si le reste de la mission a pu retourner au Japon, donc Nakamaro doit attendre encore 18 ans et la délégation de 752. Cette fois-ci, il reçoit l'autorisation de l'empereur. Il embarque donc sur le navire de l'ambassadeur qui s'apprête à repartir, mais ce navire fait naufrage et échoue donc sur les côtes du Vietnam actuel. Cru noyé, un poème conservé de Li Bai déplore la mort de son ami, il parvient à grand-peine à retourner dans la capitale chinoise en 755. Les événements intérieurs en Chine lui interdisant de songer à rentrer au Japon dans l'immédiat, il ne peut profiter de la délégation de 759 qui rentre au Japon en 761. Il est alors nommé gouverneur général de l'Annam, c'est-à-dire le Vietnam actuel, et quand il peut rentrer à Chang'an en 767, il songe à nouveau au retour, mais il meurt en 770, avant l'arrivée de l'ambassade de 777. Son séjour en Chine avait donc duré 53 ans. Au Japon, on lui rendit un hommage en 836 en lui attribuant un titre de cour posthume. C'était assez courant à l'époque. Et il reste encore aujourd'hui un personnage historique très populaire dans l'archipel. Pourquoi donc? Pour son talent précoce reconnu de tous? Pour son destin à la fois glorieux et contrarié? Peut-être un peu de tout cela, mais surtout parce qu'il est l'auteur supposé d'un poème composé alors qu'il regardait la lune en Chine. Quand je contemple au loin le vaste ciel, n'est-ce pas la lune qui en Kasuga s'est levée sur le mont Mikasa? Donc pour les amateurs de japonais, vous avez le japonais à gauche. C'est un poème très bref, comme vous le voyez, relevant du genre de la poésie japonaise de forme courte, communément appelée waka. L'univers du waka n'est pas seulement différent de l'univers linguistique chinois, il l'exclut absolument sur le plan formel. Et ce poème va avoir un destin très particulier. Fait remarquable, la tradition n'a conservé que très peu de pièces de type waka, attribuées à Nakamaro, puisque la tradition l'a assimilé avant tout à un lettré profondément pénétré de culture chinoise. Et ce n'est qu'au tout début du Xe siècle, donc plus de 2 siècles après la mort de son auteur supposé, que cette composition entre dans le bagage poétique de toute personne lettrée à la cour impériale. En effet, elle est recueillie dans le Kokin Wakashu, recueil de poèmes japonais d'hier et d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans la première anthologie de poésie en japonais compilée sur ordre impérial. Achevée vers 912 par une équipe de lettrés conduite par le poète Kino Tsurayuki,
Cette anthologie impériale est une œuvre de fondation avant tout politique. Elle sert de défense et illustration de la langue japonaise en revendiquant un usage légitime de cette langue comme langue poétique, c'est-à-dire comme véhicule de la civilisation. Il ne s'agit pas de littérature. Elle exprime l'ambition culturelle de la cour du Yamato de négocier avec un usage, donc avec la norme représentée par la langue chinoise, mais sans la remettre en question pour autant, puisque, comme tous les documents officiels, c'est en chinois que les relations de voyage devaient être rédigées, que les ambassadeurs, les moines, les étudiants communiquent avec leurs interlocuteurs du continent, donc à l'écrit, puisque très peu parlent le chinois au moment de partir. Donc ces récits de voyage, dont j'ai parlé précédemment, ont quelque chose du rapport administratif. Ils ont vocation à rester factuels, ils se veulent objectifs et ne permettent pas à l'observateur d'exprimer sa subjectivité. Au mieux, Zhou Jin peut dire dans son journal « C'était un curieux spectacle ». Le récit de la canonisation postérieure de ce poème de Nakamalo, pourtant fonctionnaire de la Chine des Tang, lettré exemplaire de l'Empire chinois, permet donc de comprendre l'évolution du statut de la langue japonaise, qui devient à cette époque, par convention, le seul véhicule linguistique adéquat pour l'expression de la subjectivité et de l'émotion spontanée. Un waka ne décrit pas le monde, un waka décrit l'intériorité du poète ou de la poétesse. En d'autres termes, le geste impérial instaure avec le Kokin Wakashu une nouvelle configuration touchant les pratiques scripturaires du Japon précontemporain qui vont désormais s'inscrire dans un univers profondément bilingue. Selon la nature du texte, des circonstances, etc., on devra recourir soit au chinois, soit au japonais, le japonais ayant le monopole de la subjectivité. Ce poème est inséré en tête, donc à la place d'honneur de la section « Voyage », ce qui nous intéresse directement aujourd'hui. Et cette composition de Nakamalo est d'ailleurs suivie par une note, sans doute postérieure à la compilation du recueil, qui explique les circonstances dans lesquelles il l'aurait improvisé. À propos de ce poème, on rapporte que quand on envoya jadis Nakamalo en Chine pour qu'il acquiert du savoir, il y passa de nombreuses années sans pouvoir revenir. Lorsqu'on envoya à nouveau un ambassadeur depuis notre pays, Nakamalo décida de partir avec lui. Et près du rivage, en un lieu nommé Ningpo, les gens de ce pays organisèrent un banquet d'adieu. Le soir tombait, et à la vue de la lune qui se levait dans toute sa splendeur, il composa alors ce poème. Sans doute en grande partie fictionnel, ce mini-récit met en scène donc Nakamalo au moment où il s'apprête à rentrer chez lui au bout de 35 ans de séjour sur le continent. Le poème exprime donc son désir, son espoir de retour. Regardant la mer, c'est-à-dire vers l'est, donc vers le Japon, il contemple la lune se lever sur l'horizon, vision à laquelle se superpose celle du paysage familier du mont Mikasa, où avait eu lieu le banquet de départ de la délégation de 717, éclairé par le même astre lunaire. Le temps, c'est-à-dire le présent de l'énonciation et le monde des possibles dans lequel il se projette à ce moment, invalide dans le poème la distance entre Chine et Japon. Cependant, au moment de la compilation de l'anthologie, c'est-à-dire au début du Xe siècle, tout le monde, bien sûr, savait que le malheureux n'avait jamais pu rentrer au Japon et qu'il était mort en Chine un siècle et demi plus tôt. Le poème, donc, ici, prend un nouveau sens, rétrospectif cette fois. Il exprime la nostalgie d'un Japon que Nakamalo ne reverra jamais. Au paysage chinois réel se superpose un paysage japonais qui n'existe plus que dans son propre souvenir. Le récit, donc, recontextualise le poème, qui sera patrimonialisé rapidement, cité, copié, parodié, monumentalisé dans le paysage au Japon, et qui sert une stratégie narrative permettant au compilateur de faire fusionner de façon canonique la langue japonaise comme véhicule de l'intériorité, le voyage, donc l'éloignement, et la nostalgie. Si cette association est déjà bien attestée dès le 8e siècle dans un recueil privé comme le Maiyoshu, son inclusion dans l'anthologie impériale lui fait changer de statut et marque définitivement l'imaginaire poétique du voyage au Japon. Le Kokin Wakashu servant de modèle absolu
pendant des siècles. Donc, le voyage en poésie, mais aussi, a fortiori, dans toute la production textuelle en japonais, étant donné la prééminence absolue de la poésie sur tous les autres genres d'expression subjective, sera toujours, ou presque, associé au sentiment de la perte, à la solitude du voyageur, à la nostalgie, et ce, quelles que soient les distances. Si cette mélancolie s'observe dans la poésie chinoise de l'époque Tang, elle est par sa pérennité et sa prégnance caractéristique de l'imaginaire poétique du voyage au Japon. Prenons comme exemple, parmi tant d'autres, ce poème composé par le moine Zensho et compilé en 1205 dans la 8e anthologie impériale, le Shin Kokin Wakashu, donc le nouveau recueil des poèmes japonais d'hier et d'aujourd'hui, également dans la section voyage. Composé alors qu'il était en route pour se rendre au pèlerinage de Hatsuse au 9e mois, donc c'est un poème d'automne, sur le mont Hatsuse, que je franchis, le soir tombe et je dois chercher un abri. Mais voilà que le vent souffle, et voilà que souffle le vent d'automne sur la langue aussi près de Miwa. Comme le mont Mikasa du poème de Nakamaro, le mont Hatsuse est ce que l'on appelle un toponyme couramment chanté en poésie, ou tamakura. Et à ce titre, il relève du très dense réseau topographique maillant l'ensemble du territoire autour du centre formé par la capitale impériale. Alors, le mont Hatsuse est situé à une soixantaine de kilomètres au sud-est de la ville de Kyoto. Donc il est vraiment très proche de la ville, du point de départ. Et il abrite l'un des plus anciens et des plus vénérables monastères du Japon, le Hasedera. C'est là, en fait, que se rend le moine Zensho en pèlerinage. Donc ce poème est composé en chemin, nous dit-on. Il est typique donc de l'improvisation poétique, inspiré par le sentiment d'intense solitude lié à la saison. L'automne est traditionnellement associé en poésie à la séparation. Donc impression qui est renforcée par l'évocation du froid. Et il est également inspiré, bien sûr, par donc le froid pénétrant du vent. Et il est également inspiré par les circonstances, donc le voyage et le pèlerinage. Ce réseau de toponymes Utamakura était si chargé de résonance que certains ont pu partir en voyage et sillonner les routes donc avec le pèlerinage poétique cette fois, pour seul objectif. Non pas contempler les lieux pour eux-mêmes, pas toujours, mais pour leur signification avant tout et leur résonance dans l'univers du waka. Leurs journaux de voyage en attestent largement. Les plus célèbres d'entre eux sont dus au poète Matsuo Basho au XVIIe siècle. Mais je vous propose plutôt de nous arrêter un instant sur ceux du moine poète Sogi, qui est beaucoup moins connu que Basho. En 1468, Sogi entreprend, au mépris des dangers, la guerre d'Ōnin vient de commencer, qui va mettre le pays à feu et à sang, et il entreprend de se rendre jusqu'à la barrière de Shirakawa, qui séparait les provinces centrales et les territoires du nord du Japon. Alors, la barrière de Shirakawa est un utamakura suffisamment célèbre pour motiver entièrement son voyage. Peu importait finalement que l'aspect originel des lieux ait été bouleversé par le temps, par les tremblements de terre, peu importait également la réalité de ce qu'il voyait. Le paysage pouvait être absolument quelconque. Seul comptait l'association du toponyme dans la tradition poétique à tous ceux et toutes celles qu'il avait chantés dans des compositions tenues pour canoniques. Il ne s'agit donc jamais ici de voyages de découverte, ni de récits d'aventure ou d'exploration. Une fois parvenu sur place, donc Sogi se recueille en songeant à ses illustres prédécesseurs et va à son tour improviser donc, des poèmes. L'improvisation poétique est bien le but ultime d'un voyage que ce moine de 60 ans n'a pas hésité à entreprendre dans des circonstances aussi dangereuses. Mais revenons au poème de Zensho. Il exprime également une préoccupation toute pratique, celle du voyageur, une fois la nuit tombée, de ne pas trouver un abri. S'il était possible de descendre dans un gîte d'étape quand on était un officiel, les voyageurs anonymes comme ce moine devaient le plus souvent demander l'hospitalité chez l'habitant, et dans ce cas, il semble que ce soit sous l'auvent ou dans la cour qu'on ait logé les voyageurs de passage. Ce qui n'était certes pas confortable, mais toujours plus sûr que de dormir à la belle étoile. Une inquiétude semblable transparaît dans le journal de la nonne Abutsuni, donc les femmes voyagent aussi beaucoup au Japon, qui narre par le détail donc son voyage à plus de 60 ans
de la capitale impériale à la ville de Kamakura pour une affaire de procès en 1279 par la route plus tard fameuse du Tōkaidō. Alors que je pars de Yusaka et que je me dirige vers la baie de Sagami, le jour tombe et je me trouve encore loin d'un lieu où passer la nuit. Voyager est dangereux, et pas seulement entre le Japon et le continent. Les rencontres avec des pirates, avec des brigands, pouvaient être fatales. C'est ce qui se passe dans l'un des plus célèbres films de Mizoguchi, L'intendant Sancho, où la mère et les enfants sont séparés à cause de pirates. Mais d'autres rencontres n'étaient pas sans danger, celles des divinités qui hantaient les routes. Tout départ était donc entouré de précautions plus ou moins importantes en fonction du caractère officiel ou non du voyage, comme on l'a vu avec les ambassades. Au Xe siècle, le recueil poétique de Tadami offre une occurrence très représentative de ces précautions rituelles. Il rapporte en effet qu'à l'occasion du départ pour les sources chaudes de Tajima, donc il s'agit là clairement d'un voyage d'agrément, de Minamoto no Kanetada, alors adjoint de la maison de l'impératrice et neveu de cette dernière. Donc celle-ci lui offrit des bandelettes votives qu'on appelle nusa en japonais, accompagnées de ce poème composé par Tadami pour l'occasion. Ne connaissant le Dieu qui vous protégera sur les chemins de Tajima, voici des bandelettes que pour votre voyage, j'ai découpées dans la doublure de mon vêtement. Ou bien, voici des bandelettes pour ce voyage où vous verrez sur la baie la brume se lever. Ce poème, qui propose un jeu d'homophonie donc dans les deux derniers vers, témoigne du culte conjuratoire rendu aux dieux des routes et des cols. Les nusa constituent en effet des offrandes, ce qu'on appelle tamuke, des offrandes que l'on fait à une divinité ou à l'esprit d'un mort, et désignent ici un présent d'adieu offert à l'occasion d'un départ en voyage. Ce cadeau avait donc un objectif propitiatoire. Il avait donc pour but d'attirer sur le destinataire la bienveillance des dieux des routes et des cols, et partant à assurer donc la sécurité du trajet. Feignant de ne pouvoir connaître l'itinéraire de Kanetada, et donc l'identité des divinités redoutables dont il devra, par l'offrande des nusa, se concilier les faveurs, l'impératrice les lui confie donc, chargeant son protégé d'en faire bon usage au cours de son voyage. Les nusa sont, comme on le voit, accompagnés d'un poème. Mais le poème peut tout à fait redoubler la fonction talismanique des bandelettes. Il peut même se substituer à ces dernières quand le voyageur n'a rien d'autre à offrir. On pense d'ailleurs aujourd'hui que ce culte posthume rendu au grand maître de la poésie évoqué avec Sōgi s'explique en partie par la pratique rituelle à valeur magique d'offrandes poétiques destinées à protéger le voyageur avant le départ et sur la route. Ces poèmes-prières archaïques, dédiés aux divinités gardiennes des territoires traversés, seraient à l'origine des toponymes chantés en poésie ou tamakura. En effet, la nécessité de consacrer des poèmes aux lieux sacrés le long des routes, parcourus par les voyageurs, était rappelée par plusieurs légendes bien connues à l'époque classique et au Moyen-Âge, dont le propos était d'avertir ces derniers des dangers qu'ils pouvaient rencontrer en cas d'omission du rite. Dans son propre recueil poétique, Ki no Tsurayuki, dont j'ai déjà parlé, puisque c'est le principal compilateur de l'anthologie impériale, donc du début du Xe siècle, déjà rencontré, signale l'épisode suivant, un épisode absolument fascinant. Alors qu'ils sont retournés du pèlerinage au sanctuaire de Sumiyoshi, dont j'ai également parlé, dont les divinités protègent les voyages en mer, mais aussi la poésie, qui est une coïncidence intéressante, son cheval tombe soudain en proie à de vives douleurs. Les compagnons de Tsurayuki lui apprennent qu'en ce lieu demeure un dieu puissant nommé Alito-Oshi, littéralement le passage des fourmis, bien que de son sanctuaire antique, il ne reste plus rien. Nombreuses ont été ses victimes et il convient donc de lui adresser des prières. Mais Tsurayuki ne dispose pas de bandelettes votives. Il va donc se purifier les mains, s'agenouiller et adresser, en improvisant donc un poème, adressé à la divinité courroucée, ce poème donc qu'elle va agréer, guérissant instantanément son cheval et permettant au poète de reprendre la route. Dans le vaste ciel où les nuages amoncelés brouillent les repères, comment pouvais-je deviner le passage des fourmis, Alito-Oshi? Le poème repose donc en grande partie sur les jeux de mots entre le toponyme Alito-Oshi, son sens supposé, et la séquence homonyme Ali-to-Hoshi, fournie
fourmis et étoiles, ce qui explique la référence au ciel dans le poème. Tsurayuki s'en sort donc grâce à son talent pour l'improvisation poétique, mais d'autres ont eu beaucoup moins de chance. À l'inverse, il n'était pas bon parfois de trop bien chanter, ce dont témoigne l'histoire d'un homme anonyme de la garde du corps impérial, compilé dans le grand recueil d'histoires Konjaku Monogatari-shu au XIIe siècle. Le garde se trouvait en route vers la province de Hitachi, dans l'est du pays, en un lieu nommé barrière de Takayama, où l'on retrouve ce motif de la barrière, du seuil, tenu pour particulièrement délicat à franchir en toute occasion. Le motif des ponts aussi est souvent un motif qui fait l'objet de beaucoup de précautions rituelles. Se sentant plein de nostalgie pour la capitale impériale, le cœur lourd, donc ce garde se met à chanter le chant de Hitachi. Il faut savoir qu'au Japon, la poésie et le chant relèvent exactement du même univers. Donc il se met à chanter le chant de Hitachi, quand tout au fond de la montagne extrêmement profonde, d'une voix effrayante, on dit « Ah, que c'est charmant !» Et clac, on claqua des mains. Le récit rapporte que le malheureux mourut le soir même. Et le narrateur de conclure, c'est une morale à l'histoire, donc, au fond des montagnes, il ne faut point chanter des chants qui seraient de semblable sorte. C'est que le dieu de la montagne, dès lors qu'il se complaît à les entendre, vous retient par devers lui. L'enlèvement du chanteur par le dieu est appelé kamikakushi, littéralement dissimulé par le dieu, enlèvement dont Miyazaki en a fourni une version contemporaine. Accompli de plein ou de mauvais gré, comme ici lors d'un départ en exil, le voyage fait donc peser une menace permanente sur des voyageurs que le trajet expose au risque de rencontrer des brigands, des pirates ou des divinités redoutables, voire des esprits malfaisants, ogres, ogresses, renards, etc. Cependant, et c'est ce qui me semble le point le plus fondamental, cette menace a une dimension ontologique. Quand bien même le voyageur n'aurait à déplorer aucune mauvaise rencontre, le voyage est en soi, avant tout, conçu comme une expérience de la mort. Mort et voyage ont ceci en commun d'être des passages, c'est-à-dire des actes périlleux. Les sources les plus anciennes l'attestent. Le voyage au Japon constitue pour chacun, chacune, une mise à l'épreuve de sa fragilité existentielle. Ressenti comme une douloureuse expérience d'arrachement aux êtres chers, d'arrachement au pays natal, le voyage confronte à l'isolement, au dénuement d'une couche toujours grossière. Or, la solitude, c'est-à-dire la séparation d'avec les êtres chers, et la précarité de la vie humaine font intrinsèquement partie de la vision bouddhique du monde, donc d'une ontologie. Celle de la loi universelle de l'impermanence de toute chose, Mujo, de l'instabilité du monde ou de la mise en doute de cette réalité même. Comme l'affirme le moine anonyme, auteur du Kaido-oki, en longeant la mer de Kyoto à Kamakura au XIIIe siècle, dont Pierre Souiri vous a parlé, donc qui est un récit absolument fascinant qui fusionne toutes les thématiques déjà vues, confrontation identitaire au modèle chinois, pèlerinage poétique, pèlerinage religieux, séparation et enfin improvisation poétique en offrande tamuke à l'esprit des morts. En vérité, apparaît clairement aux yeux la loi qui veut que ceux qui sont unis fatalement se séparent. La mort ne constitue que la séparation ultime avant la vie suivante. La mort, si l'on y songe, n'est que la halte du voyageur dans une auberge. Même pour le moine, donc il s'agit d'un moine, l'auteur du Kaido-oki, même pour le moine en quête de perfection spirituelle, on constate une assimilation de la pérégrination religieuse à l'expérience de la précarité humaine. C'est pourquoi le voyage peut ne conduire à rien. Ou bien, s'il conduit à une prise de conscience, c'est à celle précisément de la précarité universelle, à la découverte que tout, jusqu'à la pérégrination du dévot parti qu'était le salut sur les routes, peut n'être finalement qu'une divagation. Autrement dit, je ne sais pas si cela peut nous consoler en cette période de sédentarisation forcée, le voyage n'enseigne que la vanité du voyage. Comme l'exprime si bien ce poème du prince moine Kakuro, composé encore une fois en chemin, cette fois-ci donc sur le chemin du mont Koya, fondé par le moine Kukai que nous avons rencontré plus haut. Dès lors que l'on sait que ce monde est flottant, impermanent,
où que l'on soit, on éprouve le sentiment d'être en voyage. Le voyage symbolique donc l'errance au sein d'un monde souillé dans son essence et permet de faire l'expérience aiguë d'une saisie immédiate de la fragilité foncière des choses. Mettant pleinement en lumière ce caractère transitoire du monde phénoménal, il ne fait que cristalliser le sentiment aigu de sa vacuité, ce qui permet de comprendre le lien à la fois homophonique et motivé, effectué très tôt, entre l'idée de monde flottant, ukiyo, et celle de monde d'affliction, ukiyo, donc cristallisée dans cette expression par opposition à l'idéal absolu du bouddhisme qui est immobilité. Promise à un bel avenir, cette expression de ukiyo est dès l'époque classique associée aux courtisanes, notamment les courtisanes de Mulo, qui n'étaient pas encore enfermées dans des quartiers de plaisir, comme à l'époque d'Edo, et qui attendaient leurs clients dans les ports, assises dans des barques, elles-mêmes flottant au gré de l'eau et des rencontres, toujours sans lendemain avec des voyageurs de passage. Comme le dit encore l'auteur du Kaido-ki, il faut vraiment avoir compassion de ces femmes qui attachent l'engagement pour 1000 années au rêve d'une seule nuit dans une auberge de voyage, ces femmes qui comptent pour assurer leur existence sur le désir des passants. On le voit, loin d'être condamnées par l'auteur, les courtisanes symbolisent la condition humaine tout entière, en tant qu'elles actualisent à la fois précarité et séparation. Pour conclure cette promenade, je vais revenir rapidement sur le moine Zhou Jin, dont je vous avais dit qu'il était parti en Chine en 1072 à l'âge de 62 ans, et dont le journal de voyage en chinois a été conservé. Il se trouve qu'il avait laissé derrière lui une mère, âgée de plus de 80 ans, qui va entreprendre, en apprenant la nouvelle du départ de son fils, d'exprimer par écrit, donc en japonais, le désespoir déchirant dans lequel la plonge cette séparation brutale est sans doute définitive. Étrange miroir des notes du fils, le journal de la mère commençait le 30e jour du premier mois de 1071, c'est-à-dire il y a à peu près 950 ans, jour pour jour, et tenu jusqu'à ses tout derniers instants, dans le courant de l'automne 1073, ne décrit donc pas un voyage, mais une pérégrination intérieure dominée par le plus pur sentiment de délaissement que les hasards de l'histoire aient conservé au Japon depuis un millénaire. Quand on parle de voyage, on pense souvent aux voyageurs, mais peu aux personnes que le voyageur laisse derrière lui. Tiraillé entre l'espoir de vivre assez longtemps pour revoir Zhou Jin, son fils, une fois encore avant de mourir, une préparation sereine à la mort qui lui garantit de retrouver précisément son fils dans l'au-delà, et une rancune qu'elle a parfois du mal à taire et qui lui interdirait ses retrouvailles posthumes, post-mortem, tiraillée donc entre le désir de vivre et celui de mourir, cette mère dont on ne connaît pas le nom émagne son texte de poème qui exprime ses tourments intérieurs. Et voici, au bout de ce voyage, les tout derniers mots de ce journal. Lune qui illumine de ta calme lumière le mont des aigles, j'ai ouï dire que tu es un guide sur le chemin de la vérité. Si mes péchés, comme la rosée qui voit sa fin au sommeil matinal, venaient entièrement à disparaître, pourquoi la lune du soir ne m'appellerait-elle pas? C'est ainsi que j'exprime mon espérance. C'est sur cette note d'espoir que je souhaiterais terminer cette conférence, mais on le voit, le désir de monde que le voyage suggère pour nous aujourd'hui est surtout un désir d'au-delà du monde pour la sensibilité japonaise de l'époque classique et médiévale. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Claire, pour cette très belle conférence. Il y a plusieurs questions qui ont été posées par des personnes là en ligne, donc je vais me faire le porte-parole. Peut-être moi-même, je te poserai une ou deux questions aussi. Nous verrons si le temps nous le permet. Première question posée par Nicolas. La découverte de l'ailleurs est-elle singulière du fait du caractère insulaire du Japon ?
C'est une question difficile. C'est une question difficile. Je ne sais pas si elle est singulière. Donc, ce qu'elle a de singulier, effectivement, c'est qu'elle est marquée par le sceau de la nostalgie. Alors, est-ce que ce sceau de la nostalgie aurait pu être éventuellement influencé par, précisément, le traitement du voyage dans la poésie chinoise? Ça, je ne le sais pas. Il est évident que le caractère insulaire du Japon lui a donné très tôt une conscience de ses propres limites, sur le plan, bien sûr, de son organisation territoriale. Le rapport à la mer, donc à la fois comme séparation matérielle, mais aussi comme lien avec le monde extérieur, donc avec le continent, et également une conception de la mer comme un espace sacré. Et d'ailleurs, les dieux, parfois, proviennent de l'ailleurs. Le dieu voyageur, le Malebito, provient souvent de l'ailleurs. Beaucoup de divinités du panthéon shinto sont censées venir d'au-delà de la mer. Le Bouddha lui-même est venu d'au-delà de l'océan. Donc cette nature insulaire du Japon a peut-être influé sur sa conception du voyage. Je n'ai traité ce soir qu'une façon de concevoir le voyage, celle qui me paraissait la plus saillante dans le Japon antique, plutôt classique et médiéval, et qui se retrouve très peu finalement dans le Japon, dans les pratiques des voyageurs du Japon contemporain. Mais donc, je n'ai évidemment pas traité de la totalité de cette question-là. Il y a sans doute d'autres conceptions du voyage qui auraient pu être traitées ce soir. Tout cela pour dire que je ne peux pas répondre à la question. Alors, une autre question ou deux autres questions même qui vous sont posées par Caria. Quels sont les liens entre Utamakura et voyage? Et d'autre part, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose des voyages au-delà de la Chine ou de la péninsule coréenne? Donc deux questions. Deux questions. Alors, le lien entre Utamakura et voyage. Alors, d'abord, le lien entre Utamakura et le territoire. Donc, en fait, les poètes de la cour impériale, donc les aristocrates, donc les dames de la cour et les aristocrates, voyageaient, mais ils voyageaient relativement peu. Donc, ils voyageaient dans le cadre d'excursions autour de la capitale impériale, ou parfois ils partaient un peu plus loin, donc soit quand ils étaient nommés comme gouverneurs de province, soit tout simplement parce qu'ils partaient en pèlerinage. Et certains pèlerinages, comme notamment le pèlerinage de Kumano, ont eu énormément de succès. Mais de façon générale, les aristocrates bougeaient relativement peu. Pour autant, le territoire, comme je l'ai dit, était entièrement maillé par ce réseau de résonance poétique qui était toujours associé à un toponyme. À tel point que dans le Kaidoki, par exemple, l'auteur du Kaidoki parvient dans un lieu qui lui dit quelque chose alors qu'il ne l'a jamais vu, simplement parce que le toponyme lui est connu, parce qu'il a une grande culture poétique. Donc ici, c'est vraiment la culture poétique qui donne une sorte de dimension, de cohérence en quelque sorte au territoire. Mais cette nature, ce rapport au territoire est en fait une nature qu'on a pu appeler une nature seconde, c'est-à-dire qu'on se confronte finalement relativement peu à la réalité de ces lieux. Donc au Moyen-Âge, effectivement, à partir du XIIe siècle, donc beaucoup de moines, qui sont des moines poètes, vont effectivement se rendre sur les lieux. Donc le premier grand poète, c'est Saigyo, et puis après, je vous ai parlé de Sogi, il y aura aussi Basho au XVIIe siècle, etc. Donc la pratique de la pérégrination, du pèlerinage poétique, donc s'inscrit dans une connaissance du territoire qui préexiste en fait à la connaissance, à l'expérience du voyage la plupart du temps. Mais à l'inverse, donc comme je l'ai dit, il est probable que ces Utamakura donc proviennent d'une confrontation, mais dans des temps qui sont vraisemblablement des temps antiques, donc au paysage, au toponyme, et que donc ces Utamakura cristallisent en quelque sorte les poèmes, prières, offrandes, rituels qui étaient adressés aux divinités donc gardiennes des territoires, auxquelles il fallait donc en quelque sorte montrer patte blanche. Donc il y a un lien intime, mais d'une certaine façon, on ne sait pas lequel a précédé l'autre. Alors en ce qui concerne effectivement les Japonais qui ont pu aller au-delà de la Chine et de la Corée, donc des Japonais qui sont partis en Inde, en fait il y a un cas recensé, donc le cas d'un prince, donc le prince Nakaoka, qui était entré dans qui à la suite d'une obscure
histoire à la famille impériale, enfin, qui était quand même assez dramatique. Donc, est rentré dans les ordres. Il est devenu même un des grands disciples de Kukai, donc au IXe siècle. Et il est parti en 862 en Chine, ayant demandé l'autorisation à l'empereur du Japon de se rendre en Chine pour poser des questions en fait aux maîtres chinois. Aucun des maîtres chinois qu'il a rencontrés, il se trouve qu'on a gardé le journal de voyage, non pas du prince Takaoka, mais d'un de ses proches, qui lui est rentré au Japon, et donc journal qui a été conservé. Et donc il a cherché des maîtres chinois susceptibles de lui répondre. Aucun maître chinois ne lui a apporté les réponses qu'il a jugées satisfaisantes. Il a donc décidé de partir en Inde. Il a sollicité l'autorisation de partir en Inde donc auprès de l'empereur de Chine, parce qu'il fallait, pour pouvoir voyager au sein du territoire, donc demander l'autorisation. Et il est parti avec quelques compagnons, et sans doute il est mort en cours de voyage. Donc les relations qui sont parvenues après à la cour chinoise puis à la cour japonaise attestent qu'il aurait été peut-être dévoré par un tigre, auquel il aurait essayé de dire qu'il était un moine, mais apparemment ça n'a pas marché. Et sans doute dans un lieu qui est aujourd'hui situé dans la péninsule malaise. Donc il y a bien eu au moins une tentative pour rejoindre l'Inde, donc par la mer, mais elle a échoué. Donc on peut dire que selon les documents dont nous disposons aujourd'hui, aucun Japonais n'a jamais réussi à atteindre l'Inde, au moins jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Il y a aussi les voyages dans le Nord, des expéditions au 8e siècle dans le Nord, où les Japonais seraient arrivés jusqu'à Sakhalin. Ah oui, donc dans les territoires du nord du Japon. Oui. Alors pas du tout pour les mêmes raisons. Oui, pour d'autres raisons, bien sûr. Des raisons militaires, en l'occurrence. Une autre question qui t'est posée. Sait-on si les femmes ont traversé la mer dans le Japon ancien? Alors, traverser la mer pour aller en Chine, ça, certainement pas à ma connaissance, même si on sait que dans les ambassades, comme je vous l'ai dit, il y avait donc énormément de monde qui partait avec les ambassadeurs, et notamment il y avait des chanteurs. Donc on a un petit peu de mal à imaginer ce qu'ils faisaient. Sans doute devait-il chanter des chants propitiatoires, mais il n'est jamais dit qu'il y ait eu des chanteuses. En revanche, oui, bien sûr, les femmes voyageaient, et ils prenaient la mer, tout simplement parce que donc le Japon étant un archipel, pour passer d'une île à l'autre, il faut forcément prendre la mer. Et donc, bien sûr, on a des relations de voyage dans lesquelles les femmes voyagent. Donc, le plus ancien journal de voyage qui soit parvenu est un journal de voyage en japonais, écrit par un homme, mais se faisant passer par une femme, et dans la suite du gouverneur de Tosa. Donc, il s'agit du même Kino Tsurayuki dont j'ai déjà parlé 2 fois. Donc, il y a effectivement, bien sûr, des femmes, puisqu'il se déplace en fait avec toute sa famille, avec donc toute sa maisonnée. Et donc là, bien sûr, il y a des femmes. Et puis, il y a aussi des femmes qui ont voyagé, notamment, par exemple, à Butsuni, donc qui fait ce voyage absolument incroyable, à plus de 60 ans, pour réclamer une terre pour son fils chéri auprès du shogun. Procès mémorable, qu'elle gagnera d'ailleurs, mais de façon posthume. Comme quoi, il ne faut jamais renoncer à agir. Alors, encore une autre question de Nicolas. Est-ce que les voyageurs ou les poètes voyageurs japonais décrivent-ils de vrais paysages, de beaux paysages, ou bien se contentent de produire des choses, enfin des topos, des topoi en quelque sorte? Ah oui, alors effectivement, j'ai pas du tout insisté sur cet aspect-là, parce que je voulais insister sur des aspects qui me semblaient, disons, plus exotiques, plus surprenants, disons, de notre point de vue. Bien sûr, oui, il y a des descriptions de paysages. Cependant, dans ces descriptions de paysages, en arrière-plan de ces descriptions de paysages, donc, il y a quand même la pensée de la vacuité du monde phénoménal, c'est-à-dire que ces paysages sont décrits ils sont d'autant plus splendides et d'autant plus émouvants qu'ils ne signifient rien d'une certaine façon, puisque le monde phénoménal est entièrement dénué de substance. Donc, il s'agit souvent donc de productions qui sont le fait de moines, donc de moines bouddhistes, qui sont entièrement qui fonctionnent donc dans un système, dans un régime de pensée, un système de perception du monde qui leur interdit d'une certaine façon de s'appuyer sur les beautés
du monde phénoménal qu'ils contemplent et dont ils apprécient véritablement la beauté, autrement que comme un rappel d'un memento mori permanent. Donc il y a des descriptions, mais ces descriptions elles-mêmes s'insèrent dans un cadre global d'interprétation du monde dans lequel tout est destiné à périr, à disparaître. C'est pas très gai, mais c'est le bouddhisme. Mais alors, si on reste sur l'époque du Japon classique, il n'y a pas que des moines ou des ambassadeurs qui voyagent, bien entendu. Je dirais même qu'une grande partie de la population japonaise voyage, peut-être pas au-delà des mers, bien entendu, mais en tout cas à l'intérieur du territoire. Il y a au moins 2 catégories de personnes qui voyagent en permanence. Ce sont les convoyeurs de redevances, puisque l'aristocratie centrale de Heian ne vit que parce qu'on lui apporte à la cour les redevances perçues donc, sur les provinces, les produits donc, locaux qui sont transportés. Donc il y a tout un univers de va-et-vient de convoyeurs de charrois, en quelque sorte, qui parfois prennent la mer, mais souvent prennent la route. Et puis il y a aussi tous ces aristocrates de cour qui sont envoyés en province comme administrateurs. Il y a donc tout un va-et-vient à travers le Japon, qui fait d'ailleurs ce qui d'ailleurs probablement est à l'origine de la création d'une entité culturelle, parce qu'après tout, qu'est-ce qui unit le sud de Kyushu, le Japon central et le nord-est du pays, sinon le fait que sans arrêt il y a des voyages. Donc il y a une population mouvante en permanence dans le Japon antique. Alors on ne peut pas la quantifier démographiquement, mais enfin elle existait. C'est quelque chose d'important. Et puis deuxième chose aussi, il y a ce que j'appellerais là, c'est en t'écoutant que je pensais à ça, c'est ce qu'on pourrait appeler les professionnels du voyage, c'est-à-dire des gens dont l'existence même est le voyage, c'est-à-dire tous ceux qui déclament, notamment au Moyen-Âge, les récits guerriers, le dit du Heike, tu connais ça mieux que moi, les biwahoshi, donc ces moines, ces aèdes en quelque sorte, qui déclament le dit du Heike avec leur biwa, c'est quoi? C'est une lutte. Un luth, oui, c'est ça, un luth. Et puis aussi, c'est toutes ces femmes qu'on appelle des bikuni qui racontent, elles, inversement, l'histoire du Soga Monogatari. Donc il y a tous ces personnages aussi qui circulent à travers le Japon, qui, eux, n'ont pas laissé forcément de traces poétiques. Ah non, oui, non, ce que je veux simplement dire, c'est que il ne faut pas s'imaginer les sociétés antiques comme des sociétés fixes, mais au contraire des sociétés extrêmement mouvantes. Alors pas aussi mouvantes que les nôtres, bien entendu, mais en tout cas très mouvantes. Une question qui apparaît aussi de Anatole. Qu'est-ce qu'on peut dire de toutes ces thématiques dans notre période mondialisée? Est-ce qu'il y a toujours autant est-ce que les thèmes traditionnels existent toujours autant dans la poésie de voyage contemporaine, ou il y a une reconfiguration? C'est une question encore très difficile. C'est une question très difficile, d'autant que je connais très très mal la littérature de voyage contemporaine japonaise. J'ai un peu le sentiment néanmoins que Meiji a été une très grande rupture, puisque Meiji, donc j'ai fait allusion très très rapidement, donc est une période au cours de laquelle le gouvernement japonais, nouveau gouvernement japonais, a pris l'initiative d'envoyer en masse des étudiants donc en Europe, aux États-Unis, pour permettre un transfert de technologie, une mobilité des savoirs à peu près comparable à ce qui s'était passé, mais presque un millénaire plus tôt, mais dans une période beaucoup plus rapprochée. Ce qui était aussi permis par, bien sûr, l'amélioration des techniques de navigation. Ces étudiants vont revenir avec ces savoirs, mais aussi avec une expérience concrète de ces pays. Ils vont être aussi confrontés au récit de voyage qu'ils vont lire, qu'ils vont parfois traduire. Donc ces premières générations est aussi une génération de traducteurs. Ils vont donc être confrontés, alors même que la traduction du journal de voyage est extrêmement longue au Japon, puisque dans les années 1870, donc, le Japon compte à peu près un millénaire déjà de production, donc soit en chinois, soit en japonais, donc des productions très 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 différentes, qui ont très peu en commun, mais qui sont donc des productions complémentaires, un peu en miroir, comme je l'ai dit,
sur le thème du voyage. Et donc, ils vont confronter, bien sûr, cette production-là, qui a été conservée, avec une nouvelle façon d'aborder le voyage, un décentrement donc qu'ils perçoivent parfaitement bien. Et je pense que ça va avoir une influence très, très importante sur la perception même, la conception même du voyage à partir de l'époque de Meiji. Je n'aurai cependant pas d'exemple peut-être concret. Il y a le récit de Nagai Kafu qui s'appelle le Furansu Monogatari, littéralement le récit de la France, hein, puisque Nagai Kafu a passé quelque temps à Paris notamment, mais je le connais très très mal, et Nagai Kafu est un alors pour lui c'est peut-être un contre-exemple, puisque Nagai Kafu a été un des plus grands défenseurs précisément du caractère, disons, traditionnel de la littéralité japonaise par rapport aux nouveautés qui apparaissaient à cette époque-là. Donc il y a peut-être de meilleurs exemples que le Furansu Monogatari. Toujours est-il que, bien sûr, à partir de l'époque Meiji, on rencontre d'autres types de voyages et d'autres types de journaux, de récits de voyage. Mais je ne pourrais pas développer davantage sur le thème. Par contre, effectivement, je rebondis sur les remarques très judicieuses de Pierre Souiri. Donc, bien sûr, il y a des gens qui voyagent au Japon, dans le Japon ancien et médiéval, classique et médiéval, et qui voyagent tout simplement par obligation professionnelle, on peut dire. Hein. Donc, les marchands, les colporteurs, donc les transporteurs d'impôts, de taxes, les collecteurs de taxes, et puis aussi donc toute une mouvance d'artistes ambulants, dont d'ailleurs font partie les courtisanes, mais également donc des baladins, des montreurs d'ours, etc. Et aussi donc ces fameux conteurs, les biwaroshi, dont les origines sont anciennes, mais qui vont prendre à partir du XIIIe siècle une importance grandissante, et en particulier effectivement donc en tant que conteurs des récits épiques, des récits guerriers, oui, tout à fait. Une autre question très, très basique, celle-là. Qu'est-ce qu'on peut dire des routes continentales, hein, pas les routes maritimes, les routes continentales dans le Japon de cette époque? Est-ce qu'elles sont entretenues? Est-ce qu'il y a un réseau, sur les principales évidemment, est-ce qu'il y a un réseau d'auberges réguliers, ou tout ça est un petit peu anarchique? Tout à fait, il y a un réseau de routes. Donc dès la fondation des différentes capitales. D'ailleurs, il faut noter une chose, c'est que la sédentarisation, en quelque sorte, du pouvoir impérial est relativement, on peut dire, tardive au Japon. Pendant très longtemps, en fait, le lieu d'où régnait l'empereur, c'était la résidence de l'empereur, donc l'État, a été pendant très longtemps itinérante. Et ce n'est que relativement tardivement, par rapport à l'instauration de l'État, que cette capitale s'est fixée. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a une tendance quand même assez profonde au voyage, hein, dans la culture japonaise. Mais ça a été très bien montré, notamment par François Massé. Donc, je ne vais pas développer plus avant. Par contre, en ce qui concerne l'état des routes, oui. Par exemple, à l'époque de Heian, dont la capitale qui a été fondée en 794, qui aujourd'hui est Kyoto, donc de cette capitale rayonnaient un certain nombre de routes, donc qui étaient précisément les routes qui étaient empruntées par les convoyeurs donc, de taxes pour la cour impériale, et qui étaient donc des routes qui comportaient un certain nombre de relais. Donc on parlait de barrières, donc qui servaient de relais, notamment précisément pour les voyageurs officiels. Donc il y avait des relais, des auberges dans lesquelles ils pouvaient descendre. Mais les moines, comme je l'ai dit, le moine Zensho, les moines comme Sogi, etc., eux, ils ne pouvaient pas du tout descendre dans ces relais-là. Peut-être pour Sogi, donc c'est quand même beaucoup plus tard. Donc là, il y avait un système d'auberges qui était mis en place. Mais en tout cas, donc au 10e, 11e, 12e siècle, donc il n'y avait pas du tout, on peut dire, d'hôtellerie dans le Japon, dans le territoire du Japon. En revanche, il y avait un système effectivement de routes et certains relais, mais qui étaient réservés uniquement donc aux officiels. D'accord. Peut-être une dernière question liée justement à ces personnes qui se promenaient le long des routes, enfin qui pérégrinaient, on va dire plutôt, le long de ces routes. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Ces femmes
souvent d'ailleurs était en même temps danseuse, joueuse d'instruments de musique, voire prostituée, et séjournait dans ces auberges, les quelques auberges qui existaient. Alors là, je parle plutôt du début du Moyen-Âge que de la fin de l'époque ancienne, mais ces auberges avec cette tradition en quelque sorte de la danseuse ou de la saltimbanque, ou la dame galante, comme dit Jacqueline Pigeot, a constitué évidemment un élément central de l'imaginaire. Tu parlais de l'imaginaire du voyage au début de ta conférence. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire de ces femmes? Enfin, elles ont constitué un des éléments qui revient, d'ailleurs dans le livre que vous avez traduit, dans les questions, tu l'as cité très rapidement le passage tout à l'heure, il est question de ces femmes, on a l'impression quand même que ça joue un rôle très important. Et vous avez peut-être entendu parler, pour ceux qui connaissent la littérature plus contemporaine, du livre de Kawabata Yasunari qui s'appelle La danseuse d'Izu, qui est aussi une des dernières danseuses, en quelque sorte, dans les années 1920-1930, une des dernières danseuses de cette catégorie sociale qui est amenée à disparaître et qui a disparu d'ailleurs maintenant. Est-ce que tu peux en dire deux mots ou Oui, effectivement. Donc, il y avait donc dans certains relais d'étapes, il y avait donc effectivement des courtisanes. Donc, il y en avait à Muro, il y en avait à Eguchi, etc. Et ces lieux étaient connus pour permettre donc le délassement du voyageur s'il passait par là. D'ailleurs, c'est intéressant, mais Zhou Jin, dans son voyage en Chine, dit d'ailleurs lui-même qu'on lui proposait des courtisanes parfois. Donc c'était apparemment aussi une tradition chinoise, donc dans certains relais d'étapes. Et il me semble que dans le contexte qui est celui donc d'un Japon qui est bouddhisé, la présence de ces courtisanes cristallise, donc comme je l'ai dit, un rapport précisément à la séparation, puisque par définition, la courtisane, donc on passe la nuit avec elle et puis on s'en sépare. Donc elles passent de leur temps à se séparer des uns et des autres. Et d'une part, elles sont leur mode de vie est évidemment d'une précarité donc on peut imaginer, précarité qui les assimile précisément à un symbole de la condition humaine par excellence. Donc il me semble que ce motif-là, effectivement, est un motif qui a sans doute aidé ou qui a proposé une autre façon, un autre mode de cristallisation du voyage, en tant qu'elle est confrontée ou elle symbolise en quelque sorte l'impermanence du monde, dans tout ce qu'il a de plus, on peut dire, dogmatique. C'est-à-dire ça fait partie du dogme de la religion bouddhique. Le monde est impermanent, le monde est flottant, selon le bouddhisme. Alors, il est tout à fait possible que cette expression de monde flottant provienne du chinois. En fait, il s'agit d'une expression chinoise, fusei, qui est lue en fait en japonais ukiyo. Mais ce que les Japonais ont apporté à cette expression d'origine chinoise, c'est précisément l'homonymie avec l'adjectif ushi, qui signifie triste, et qui, donc, en position déterminante sur yo, le monde, donne exactement le même mot. Donc, l'homophonie entre monde flottant et monde donc d'affliction, ce qui est aussi une définition du monde selon le bouddhisme, c'est véritablement une invention du Japon. Et peut-être, précisément, les courtisanes ont-elles contribué donc à cette cristallisation donc, de l'homophonie entre ces deux expressions. Mais ces deux expressions permettent de traduire de façon très, très juste la conception du monde selon le bouddhisme. Alors, une dernière question qui vient d'arriver, qui me paraît importante, qui est la question de la réception. Est-ce que les récits de voyage ont été connus, diffusés au sein du Japon médiéval, ou reste-t-il au contraire l'apanage des poètes et donc d'une élite capable de lire les 10 poèmes? Alors oui, effectivement, c'est une question importante, c'est une question aussi difficile. Alors, par exemple, pour le journal de la mère de Zhou Jin, donc, sur lequel j'ai terminé ma conférence, le Jōjin Ajali no Haha no Shu, on sait que ce journal a été lu, il a été conservé. Elle-même dit qu'elle ne souhaite pas forcément qu'on le lise, mais qu'elle a absolument besoin, en fait, de s'exprimer, de jeter par écrit ce qu'elle ressent, et qu'elle ne conçoit pas véritablement que ce texte ait une destinée, une postérité. En fait, ce texte a eu une postérité, il a été copié, il a été lu, mais il a été lu essentiellement comme ce qu'on appelle un shu, c'est-à-dire un recueil poétique. Pour nous, c'est plutôt un journal qu'elle tient, puisque il y a des entrées, tel jour, de tel mois, etc.
Pas beaucoup, mais il y en a quand même. C'est construit de façon chronologique, c'est-à-dire que ça respecte donc la construction, les concepts de structure fondamentale du journal. Mais c'est comme un recueil poétique, un chou, hein, qui a été transmis et qui a été apprécié dans les siècles postérieurs. Donc ça, c'est l'exemple de ce journal. Il n'empêche que, jusqu'à l'époque d'Edo, tous ces textes-là n'étaient lus que par une infime, vraisemblablement, une infime portion de la population, tout simplement parce que le lectorat n'était pas très développé. Alors, cette configuration va complètement changer à l'époque d'Edo, à partir du XVIIe siècle, mais jusqu'au XVIIe siècle, tous ces textes étaient diffusés uniquement sous forme manuscrite. C'est-à-dire que pour obtenir un livre, pour avoir un livre dans sa bibliothèque, il fallait donc se renseigner pour savoir dans quelle bibliothèque, dans quelle collection cet ouvrage pouvait se trouver, essayer d'entrer en relation avec le collectionneur, le propriétaire ou la propriétaire de la bibliothèque, lui solliciter la possibilité soit de le copier sur place, soit de lui emprunter pour le copier et après de lui rendre. Donc c'était évidemment très compliqué, hein, par rapport à ce que l'on peut, la façon dont on peut concevoir aujourd'hui l'acquisition des sources premières. Et donc les personnes qui étaient en mesure de copier ou simplement de disposer d'une bibliothèque étaient très peu nombreuses, parce qu'il fallait être délettré tout simplement, et il y en avait relativement peu. Alors c'est une configuration donc, qui va changer à l'époque d'Edo. À l'époque d'Edo, la xylographie va permettre, donc, qui existe déjà depuis un millénaire, va permettre simplement donc, l'éclosion de l'imprimerie commerciale, c'est-à-dire la diffusion de façon imprimée de tous ces textes, donc pratiquement tous ces textes, et donc de les diffuser de façon très approfondie dans la population, puisque, comme je l'ai dit, le lectorat augmente de façon absolument exponentielle à l'époque d'Edo. Donc il y a un taux du XVIIe, XVIIIe voilà, siècle. il y a un taux d'alphabétisation qui est extrêmement impressionnant au Japon. Je ne peux pas trop développer sur ce sujet-là, mais c'est-à-dire que c'est tous ces textes-là qui, pendant pendant des siècles, ont été l'apanage des élites traditionnelles, donc les moines, les membres de la cour impériale et les guerriers lettrés, vont vraiment se diffuser de façon très large dans la population. On dispose aujourd'hui de journaux qui sont tenus par des chefs de village, donc des paysans un peu fortunés, au XVIIIe siècle, et ils détaillent par le menu toute leur lecture, à tel point, donc, soit des ouvrages qu'ils ont réussi à acquérir pour eux-mêmes, soit souvent des ouvrages qu'ils empruntent, puisqu'il y avait des prêteurs de livres qui sillonnaient le pays et qui permettaient donc à l'ensemble du territoire, dans les gens de l'ensemble du territoire, de pouvoir bénéficier de ces apports. Et ces journaux sont extraordinairement intéressants à étudier. On se demande même s'ils ont le temps de travailler, c'est-à-dire s'ils ont le temps, ils lisent tellement, donc leur journal fait état de tellement de livres qu'on se demande quand ils ont le temps d'aller travailler au champ ou de jouer leur rôle de chef de village. Donc en fait, il s'agit d'une situation qui change du tout au tout, mais à l'époque d'Edo, et effectivement, j'ai assez peu parlé de l'époque d'Edo. Jusqu'à l'époque d'Edo, ces textes circulent, mais ils circulent dans un milieu extrêmement fermé. Oui, c'est d'ailleurs une constante, en quelque sorte, des sociétés prémodernes. On imagine mal aujourd'hui comment le temps que passaient les gens à recopier. Et d'ailleurs, en recopiant, ils apprenaient à écrire, et comme ils savaient qu'ils allaient être lus, ils écrivaient du mieux qu'ils pouvaient, d'où le fait que la calligraphie de ces livres, ces parchemins, dans le cas de l'Occident, étaient relativement, en fait, assez belles, quoi. Et on imagine mal aujourd'hui à quel point le travail de recopiage constituait une étape très importante de la plupart des gens qu'on appelle les lettrés aujourd'hui. Mais écoutez, merci. Je me fais le relais de tous ceux qui envoient des messages et qui disent merci pour cette belle conférence, merci pour cette conférence, et donc merci beaucoup. Et nous allons donc clore maintenant en remerciant Claire Akiko-Brisset de cette brillante prestation. Au revoir.